Vincent. Salut Nicolas. Alors les amis, quel plaisir de recevoir Vincent aujourd'hui sur le podcast. Vincent ou If Only pour les intimes, plus si intime que ça parce que on est en train de fêter les 800 000 abonnés sur Instagram avec notre cher Vincent. Donc il y a un paquet de personnes qui connaissent son travail. Vincent, moi je le dis à chaque fois et vraiment et sans te jeter des fleurs, moi tu es mon artiste IA préféré. Ça fait toujours plaisir, Et voilà, Nicolas. c'est très simple. Et Non, pourtant, je passe beaucoup de temps à regarder des travaux artistiques IA sur Instagram, sur un peu tous les réseaux sociaux. Euh, je connais bien l'écosystème depuis 2 ans, mais en tout cas, moi, j'adore ce que tu fais. Tu es venu au Meetup Comptoir IA 2 fois, à 2 reprises. Ouais. Tu as enflammé l'audience. Donc, bonjour à tous nos amis du Comptoir IA. Vincent, on est donc le mardi 8 avril 2025. Merci beaucoup d'être ici. Et merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de te voir, de rencontrer aussi ton écosystème et voilà, de faire partie justement de ton aventure au travers de l'IA. C'est, comme tu l'as dit, je suis venu l'année dernière, je viens cette année. L'année prochaine, ce sera encore autre chose et on verra dans 10 ans. Mais Ouais. non, c'est toujours un plaisir, ça, c'est sûr. Merci beaucoup Vincent, ça me touche beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, tu vois, moi j'ai l'impression de partager ça avec toi, parce qu'au final on est sur une révolution qui n'a que 2 ans. Et c'est ma première question traditionnelle, c'est en général je dis comment tu as vécu les 2 dernières années, quoi, 2 années maintenant presque et demie on va dire. Mais voilà, on se connaît depuis un tout petit peu moins que ça, mais presque 2 ans. Et toi, ces 2 ans, Vincent, ils ont été fous, non? Ah ouais, écoute, c'est franchement, il me faudrait plus d'un podcast pour raconter tout ce qui s'est passé en 2 ans parce que ça a été vraiment un virage pour moi, le virage d'une vie, je pense, en tout cas d'une grande partie de ma vie, puisque il y a 2 ans de cela, je n'avais rien. Ce que j'entends par rien, c'est que je quittais une entreprise pour découvrir de nouveaux horizons, mais je ne découvrais rien, je ne découvrais rien parce que justement j'avais pas anticipé, on va dire, mon futur d'une certaine manière, et donc voilà, j'ai commencé à me former à l'IA parce que j'avais ce temps-là et parce que justement j'étais intéressé par les nouvelles technologies. J'ai constaté que d'un coup c'était à ma portée, et j'ai commencé à sortir des trucs hyper intéressants, et j'ai officiellement lancé le projet If Only il y a donc maintenant 2 ans, c'était en juin 2023, donc on y est presque. Juin 2023, lancement du projet If Only. Absolument. Et tes premiers échanges, tes premiers prompts avec l'IA, tu te souviens à peu près de quand? Alors, mes premiers prompts, c'était peut-être en mars 2023. En fait, la V5 de Midjourney venait de se lancer, et donc c'est là où ça a forcément attiré mon attention, de par les progrès justement de l'outil, mais aussi l'esthétique qu'elle apportait justement aux différents prompts qu'on pouvait lui dire. Au moment où on se parle, la V7 vient de sortir. Ouais, mais alors tu vois, alors, je suis assez mitigé. On va dire qu'il me faut un peu plus de recul pour la maîtriser et pour vraiment voir le potentiel complet. Maintenant, moi, pour être tout à fait franc, je commence doucement à snobber Midjourney pour Rêve. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de cet outil. Ah, bien sûr. C'est une question complètement rhétorique parce Attends. que vu le bruit que ça a fait et vu la performance de l'outil, je me demande si vraiment quelqu'un n'a pas entendu parler de ce truc-là. Parce que vraiment, c'est ultra puissant. Ça propose justement des contenus et un détail, une profondeur d'image qui, à mon sens, est plus importante et plus pertinente que Midjourney, et la V7 comprise, en tout cas avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui. Et concernant ce que je fais, par rapport à la DA, par rapport à l'esthétique, par rapport au storytelling que j'essaie d'apporter à mes images et à mes vidéos, ça fit parfaitement, quoi. C'est incroyable. Rêve, écoute, on va en parler dans un instant. Oui, pardon, en effet, je vais un peu vite. Nouveau modèle. C'est San, notre ami San, qui m'en a parlé le premier. Il m'a dit waouh, un truc de fou. Ouais. Je reconnais, c'est incroyable. Alors, première question, Vincent, quand même. Est-ce que tu as fait ton starter pack? Alors, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en plus, j'en ai parlé récemment avec un client. Alors, moi, quand j'ai vu déjà la trend autour des studios Ghibli, je me suis dit, oula,
ça fait un peu peur quand même. Ça fait un peu peur, non pas par la puissance et par le côté trendy de la chose, mais plus par rapport justement au respect en fait, hein, du droit d'auteur, du studio tout simplement. Où là, Très je trouve grande question. Hein. Les déclarations d'OpenAI, en tout cas moi j'ai vu à l'AFP sur le sujet, Oui. c'est complexe. Hein. C'est dans le genre, on se permet d'utiliser le style d'un studio, parce qu'un studio, on considère que c'est pas comme un artiste, un individu. Donc là, en fait, on considère que le style n'est pas vraiment à quelqu'un, donc on peut l'utiliser. Un truc comme ça. Mais Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Après, moi, je suis content de pouvoir l'utiliser à titre personnel, mais en lisant ça, je me suis dit, c'est quand même un peu chaud, un peu limite. c'est un peu limite. Après, tout dépend du point de vue. Je pense que OpenAI a bien étudié la question avant de pouvoir justement proposer ce type d'esthétique. Mais moi, je me suis dit, je vais pas refaire, tu vois. Et ça peut paraître. Donc, juste un Vincent, Studio Ghibli, Ouais. Studio Ghibli, comment tu dis Ghibli. Studio Ghibli, donc de Miyazaki, hein, Oui. l'artiste japonais, mythique, à qui on doit Le Château dans le ciel, Par Princesse exemple. Mononoke. Tout à fait. Et donc, vous êtes, pour le coup, à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, vous n'avez pas pu échapper à cette vague il y a à peu près 10 jours, 2 semaines, qui a envahi tous nos feeds. Absolument. Et donc moi, je me suis vraiment interdit de le faire et de suivre cette T'en as fait quand même en test. Même pas, tu vois. Parce Sérieux ? que, en fait, si tu veux, je sais que je sais le faire. Tu vois. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter, que ce soit dans ma vie perso ou ma vie pro? Pas grand-chose. Moi, quand je fais quelque chose, c'est qu'il y a un sens derrière, en fait. J'essaye de ne pas suivre la tendance, mais plutôt aller dans la bonne direction. Ceux qui ont la rêve, tant mieux. Mais donc, pour revenir sur le starter pack, ça suit aussi, encore une fois, une trend qui est rigolote, tu vois, qui est intéressante et qui, là, pour le coup, je vais pas m'interdire de le faire. C'est juste que, je suis pas... quand ça tombe dans la masse, ça ne m'intéresse moins. Tout simplement. Parce que j'aime bien aller justement en dehors de ce qui se fait, penser à côté pour innover, pour être original et créer une singularité dans ce que je fais, tu vois. Je trouve ça super marrant, Vincent. Et tu vois, et moi, je sais. Alors, je fais pas la même chose que toi, mais moi, j'aime bien tester des outils, tu vois. Bien et sûr. moi, je suis très early. J'essaye d'être early sur la tech, de tester des outils. Et pareil, je me suis retrouvé dans un décalage aussi. Ça veut dire que ce starter pack, en fait, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. C'est une vraie question importante. Starter pack, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours qu'il envahit donc Instagram, nos feeds. Et en fait, tout le monde est en train de faire son starter pack. Moi, j'ai des copains donc, qui se les échangent. Des gens qui ne sont pas des fans, des spécialistes de l'IA. Hein. Des gens qui n'ont même pas un compte ChatGPT payant. Et tu vois, moi, hier, ma femme me dit, donc, je regarde ça et je me dis, je ne l'ai même pas fait. Et hier, ma femme me dit, bah alors, j'allais te dire, tu l'as pas fait, quoi, tu vois, il y a un problème. Alors que normalement, un truc comme ça, tu vois, moi, je le fais en premier. Mais je me suis fait quasiment doubler par la masse, par la foule. Et je dis pas ça du tout avec une connotation négative, mais c'est tellement facile à utiliser que tout le monde s'en est emparé. Alors après, hier soir, jusqu'à un peu tard, je me suis dit, vas-y, je vais faire un starter pack un peu marrant. Donc j'ai fait mon starter pack et je l'ai animé avec Kling pour lui donner toute petite touche, tu vois, montrer que je suis un petit peu plus en maîtrise que le commun des mortels de l'IA. Mais tu vois, en fait, je me suis fait rattraper, avaler par tout le monde. Et à mon niveau, et toi, je sais que tu es encore à un niveau parce que moi, je vais utiliser les trucs très tôt. Toi, tu vas créer avec de la nouveauté, des idées nouvelles, Absolument. donc encore plus loin. Mais c'est fou de se faire rattraper comme ça, tu vois. Enfin, c'est marrant. C'est vrai que pour la première fois depuis 2 ans, je trouve que l'IA générative devient dans tous les cas beaucoup plus accessible, voire mainstream, tu vois. On vient de Discord, Vincent. Absolument. Mais ce qui n'est pas plus mal maintenant, en effet, chacun son périmètre et son rôle, tu vois. Et si finalement ça rentre dans une masse, tant mieux, parce que ça va démocratiser l'IA générative, ça va aussi sensibiliser, ce qui est hyper important, ça va peut-être faire bouger les choses aussi d'un point de vue légal, d'un point de vue plein de choses. Et pour que justement ça bouge, eh ben, il faut cette pression de masse.
entre guillemets, parce que c'est pas une pression, mais c'est quand même un effet trendy qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas T'as voir raison. en fait. T'as Euh, raison. donc, C'est évident, un studio Ghibli, au niveau copyright, régulation, tu vois, de propriété intellectuelle, un studio Ghibli, ça fait bouger, ça va forcément bien faire sûr, bouger les choses 10 fois plus vite que s'il n'y avait pas eu ça, absolument. parce que d'un coup, tout le monde est concerné. Tout à fait. Et on sait comment ça marche aujourd'hui. Pression médiatique, pression sociale, pression du net fait que justement au-dessus, donc d'un point de vue ministère, eh ben, c'est là où justement ça peut ouvrir les yeux et ça peut accélérer les choses. Donc tant mieux. Donc c'est pour ça que y en a qui voient 4O donc comme on va dire un IA killer d'un point de vue originalité, d'un point de vue skill en fait. Mais moi je le vois aujourd'hui comme une solution à tendre vers de nouvelles solutions, un nouveau cadre et un nouveau phénomène sociétal. Je vais le dire comme ça. Complètement. Donc tant mieux. Accessibilité de la création, moi je le vois comme quasiment un petit moment de chat GPT de l'image, tu vois. C'est ça. On attend que Macron nous fasse son starter pack. Ah bah Mais il l'a pas déjà et fait. attention, ouais, parce que sur les deepfakes et tout ça, Ouais. moi j'ai trouvé qu'il a quand même très bien réagi. Alors après, on peut critiquer sur Mais certains du coup, moi j'ai aspects, adoré. mais c'est. Mais je vais te dire, je l'ai même Mais parce partagé. que le message derrière, les deepfakes, hein, Mm. derrière, il y a des gens qui se sont moqués, qui ont mal pris ça et tout ça. Mais ces deepfakes, pareil, Vincent, Ouais. il faut en parler. C'est complet. Il faut en parler, parce que sinon, c'est quoi? C'est un piège à boomer. C'est ma mère qui se fait piéger, c'est tout le monde qui se fait piéger. Et si t'en parles, en plus avec une note, un petit recul, un pas de côté humoristique, franchement, bravo, quoi. Moi, j'ai trouvé ça génial, tu vois. En effet, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de personnes qui ont dit justement, mais t'as pas autre chose à foutre. Enfin, mais en l'occurrence, on est quand même dans un moment de l'humanité crucial, avec une révolution comme on l'a jamais connue, je pense. Donc, heureusement qu'on a des politiques qui se sentent concernés justement par toutes ces notions et qui l'utilisent justement de façon humoristique pour que ça ait plus d'impact aussi, plus de buzz, hein, je vais le dire comme ça, mais je pense que si ça avait été sur un ton sérieux et un ton peut-être très institutionnel, ben, ça n'aurait pas eu autant de visibilité. Donc finalement, même s'il y a de la critique, ça veut dire que justement il y a eu un impact. Donc la mission est réussite pour le président. Et sur un sujet comme ça, moi je suis très heureux de vivre dans un pays qui se sent concerné par ces problématiques et qui les prennent vraiment au sérieux d'un point de vue aussi européen. Puisqu'on le voit sur les autres continents où par exemple il n'y a pas de limite, il y a très peu de cadres, ou du moins ça va mettre beaucoup plus de temps à se dessiner, là où en Europe on est déjà très averti avec l'IA Act qui va se mettre en place, encore une fois des sensibilisations, de l'acculturation, un budget important alloué à l'IA de manière globale, et ça fait du bien. T'as raison, t'as raison. Et un super sommet pour l'action. Et je suis totalement aligné. Et moi, je l'ai dit, hein, et bravo à Macron, à Clara Chapaz, Absolument. pour aussi une communication, un sommet très réussi, une position de la France qui a tiré l'Europe avec elle, et derrière, une communication hyper simple, mais hyper simple, ce qui fait que même moi, j'arrive à la retenir. Ça veut dire plug baby plug, donc une énergie plutôt verte, en tout cas décarbonée pour alimenter les data centers, 109 milliards d'euros investis, une stratégie Notre-Dame de Paris, don't be humble parce qu'on a des stars en mode Mistral, et pas que Mistral, et tout un tissu, et les chercheurs sur l'IA. Écoute, tout ça, on le comprend, et c'était génial. Après, malheureusement, l'actualité a vite changé un petit peu de sujet suite au sommet, mais pendant 2 semaines, sincèrement, qu'est-ce que ça fait du bien de parler autant d'IA, quoi. Tu l'as senti d'ailleurs sur le sommet? Ça a fait beaucoup de bruit. Hein, T'as dû prendre des abonnés, mais tu sais quoi, Vincent, même moi, mon audience a doublé pendant la semaine du sommet. Alors, moi, je suis pas sûr que ça ait un impact direct, en tout cas, sur mon business, sur mon branding, etc. Parce que je trouve que le sommet concernait beaucoup plus l'IA générative, mais d'un point de vue LLM, d'un point de vue technique, d'un point de vue startup. Là où moi, je me positionne plus justement du côté artistique, image, donc une niche un peu plus réduite,
et qui a été peut-être, à mon sens, et je te le dis très franchement, un peu moins traité. Donc c'est bien que plein de sujets justement puissent éclore de ce sommet et que voilà, on ait pu communiquer sur les différentes startups, sur, comme tu dis, les champions en France comme Mistral, et sur leurs possibilités, leurs moyens, et donc mettre en avant un peu la French Tech sur ces sujets. Mais sur la partie moins technique et plus esthétique, je trouve qu'il y a un step aussi à faire pour peut-être l'année prochaine ou l'année suivante. T'as complètement raison. J'ai un ami, donc Jonathan Gilbert de Détroit. Bien sûr, je vois très bien. Et Jonathan, il défend un discours comme ça, qui est très très bon. Il dit, faisons de Paris, de la France, d'ailleurs il est basé à Marseille, donc pas forcément que Paris, un Hollywood de l'IA, quoi. Écoute, je trouve ça très cool, quoi. Au niveau créatif. Carrément. Et puis on a des talents ici incroyables. On le voit avec le Prompt Club, par exemple. Donc, projet initié par Gilles Guéraz. Moi, je fais partie du Prompt Club. Donc tu y étais lundi dernier. Et moi non plus, malheureusement, sur la fin. Mais j'étais au précédent et je l'ai dit, j'avais adoré. Mais moi je le vois en interne, les forces vives et créatives qu'il y a dans ce collectif, c'est impressionnant. On a des talents en France qui sont un peu cachés parce qu'ils n'ont pas encore la visibilité comme je l'ai par exemple d'un point de vue international, mais on a des pépites exceptionnelles, créativement, techniquement et toujours sur un ton justement qui reflète notre pays, donc l'élégance, le storytelling assez deep parfois, etc. Donc il y a une vraie force en France par les talents qui méritent justement d'être mis en lumière sur la scène internationale. Et franchement, ça se présente bien, en tout cas pour nous, Français, là-dessus. Alors, je vais te dire, j'ai mis un mot là-dessus, je pense. On a une French Touch de l'IA générative créative, je pense. Ah bah oui. Et je pense à Thierry Chevanec, Thierry Marine, Les Bernard, Johannes, Stéphane Gallieni, Charlotte, on a, et surtout aussi, et donc merci aussi au Théâtre de l'IA, à nos amis Stéphane, de nous recevoir, de recevoir le Prompt Club de Gilles. Donc franchement, c'est une initiative extraordinaire. C'est génial. Ce théâtre, moi, dès qu'il est né, je me suis tout de suite renseigné. Stéphane m'a tout de suite onboardé un petit peu pour me montrer les lieux. Et je me suis dit, mais ça fait du bien d'avoir un temple de l'IA dans Paris qui rassemble justement les différentes parties prenantes de l'IA générative, notamment dans l'art, dans l'esthétique. Et non, ça fait du bien. Il y en a d'autres, des lieux comme ça. Là, je parle Paris parce que je suis concerné, mais ça fait du bien justement d'avoir ce type d'humains qui te disent, ici, c'est chez toi. Voilà. Il y a un côté physique. C'est très important le physique. C'est pour ça que merci d'être venu au Meetup. On ne peut pas tout faire online et on apprend très vite, on apprend beaucoup plus vite en échangeant un petit peu, en se rendant à des événements. Absolument. Vincent, reprenons la trame du podcast. On est déjà parti. Quel est l'outil que tu utilises, l'outil d'IA que tu utilises le plus ? Et est-ce que tu as un usage secret ou hyper pratique à nous révéler ? Alors, j'ai un workflow qui est standard donc depuis 2 ans. C'est très souvent le même. C'est du Midjourney pour la génération d'images. Donc ça, c'est une partie qui prend le plus de temps de manière générale. Puis par la suite, j'utilise Magnifique AI sur l'upscaling, qui est à mon sens le meilleur upscaler du marché. Tout à fait. Et par la suite, j'anime sur un des outils comme Kling AI ou VO2. Mais en grande partie, je suis sur Kling AI puisque je suis partenaire, on va dire, de l'outil. On parle très souvent parce que justement, ils ont besoin de créateurs de contenu comme moi pour pouvoir faire avancer leur outil et adapter justement de nouvelles fonctionnalités liées aux besoins. Donc, on peut me voir comme un bêta-testeur. Et donc, j'ai cette relation, on va dire, privilégiée avec eux qui me permet d'accéder justement en avant-première à certaines choses, à des avis, des feedbacks, enfin plein de choses. Et puis, au-delà de ça, parce que cette partie relationnelle, elle est importante pour moi, mais il y a aussi la partie performance. Et là-dessus,
franchement, en termes de puissance, c'est incroyable, Kling. C'est les Chinois. Kling. C'est les Chinois, ouais. Tu leur parles donc Ouais. via quel canal Alors, on parle, Instagram, WhatsApp, mail? bah, les trois, hein. En vrai, je sais pas comment ils sont structurés en Ouais. interne, mais ils me parlent aussi bien sur Insta que Discord que par mail. Je pense que par mail, c'est pour ce qui est plus officiel, quand ils doivent aller très vite, etc. C'est plus Insta. Mais oui, principalement, quand c'est officiel, c'est vraiment par mail. Et franchement, ils arrêtent jamais, quoi. C'est vraiment, ils bossent, ils sont aux aguets de la Ah non, dernière mais sortie à faire. Enfin, franchement, c'est la leçon de ces derniers mois, hein, Ils sont cher forts. Vincent. Les Chinois, Hmm. qu'est-ce qu'ils sont forts sur l'IA. Oh là Parce là. que Kling, on avait vu. Ouais. Après, il y a aussi d'autres modèles, hein. Il y avait peut-être Ailuo, là. Ah ouais. Mais je les trouve moins forts. Minimax. Et surtout, après, DeepSeek, Manus. N'en parle pas. Waouh. Juste avant de venir, j'étais en train d'explorer un peu DeepSeek. Je sais pas si tu as vu ça, c'est DeepSeek disponible sur GameFace, où ils utilisent le modèle justement DeepSeek pour pouvoir justement faire du vibe coding sur notamment la partie site front-end Wow. et tout. Et j'étais là. Ah non, je connais pas. Merci pour la reco. Je Très l'ai vu intéressant. aujourd'hui et je l'ai testé tout à l'heure. Je te jure, je suis désolé, hein, mais je suis arrivé un tout petit peu en retard à ce podcast parce que je devais voir le résultat de ce que j'étais en train de faire, donc ça prenait un peu de temps. Est-ce que je parle d'un peu de temps? Enfin, un peu de temps avant, c'était une semaine, un peu de temps maintenant, c'est 2 minutes, tu vois. Mais je te jure, retiens bien ça. Disponible sur Hugging Face, Ah, mais c'est magnifique. ça s'appelle DeepSeek et c'est exceptionnel. Ah ben, on va jeter un coup d'œil. La dernière fois qu'on m'a sorti ça, c'était notre ami Mathieu Cruc de BrainSonic qui m'avait parlé de Bolt.new qu'il avait découvert dans un sombre Discord. D'accord. Et finalement, Bolt, sur la génération de sites, c'est devenu énorme. C'est peut-être l'entreprise aujourd'hui au monde qui a la plus forte croissance, Wow. qui est arrivée le plus rapidement à 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, Wow. avec 25 000 inscrits, 30 000 applications créées, 30 000 sites créés par jour. 30 000 sites créés par jour. Waouh. Wow. Bolt Lovable. Vincent, sur ta routine, merci beaucoup, parce que donc Midjourney, magnifique. Kling. Ouais. J'ai vu en plus que tu mettais ça sur la légende de tes posts de manière très transparente. Ouais. Donc chapeau. Je pense que c'est Merci important. de le faire. Je pense je peux te dire, non mais pour préparer le podcast et pour regarder ce que tu fais, c'est super important. Ouais. Puis même d'un point de vue, excuse-moi, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. D'un point de vue responsabilité, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne sont pas tous familiers avec l'IA. Moi, je le vois encore tous les jours, même si je crédite tous les outils, etc. Il y en a qui me disent, mais c'est où? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Donc je me dis, on a ce devoir de sensibiliser et de transparence auprès des différentes audiences. Parce qu'on parlait du deepfake tout à l'heure. Là, c'est un peu pareil, hein. Moi, ce que je fais, c'est du deepfake à l'échelle architecturale, à l'échelle performance, à l'échelle expérience. Je suis désolé, mais votre grand-mère... pas sûr qu'elles se disent c'est de l'IA. Donc je m'efforce de préciser tous les outils. Et je pense que dans tous les cas, la loi va aller en ce sens. Mais donc Vincent, si je suis early là-dessus, tant mieux. mais bravo. Parce que transparence, sensibilisation, et pour moi même tu éduques. Parce que moi, tu vois, quand je regarde, je me dis... qu'est-ce qu'il a utilisé en fait, tu vois, et je suis très curieux par rapport à ça. Il y a plein de personnes qui en regardant ce que tu fais, ils se disent pas je vais aller sur un sombre outil où ils risquent de se faire arnaquer, et qui peuvent choisir direct, tu vois, les outils qui sont, je pense, les meilleurs outils. Moi, j'ai le même jeu de cartes que toi à ce niveau-là. Ouais. Petite question, donc, ok sur ces outils-là. Ça, c'est ton set de base. Ouais, je t'ai pas parlé de juste l'outil de montage. En amont, tu fais... D'accord. Alors, tu vas m'en parler. Ouais. Mais en amont, ChatGPT? Jamais. Non? Jamais. Parce que sur la partie... Est-ce que tu as un LLM? Est-ce que tu as un compte plus? ChatGPT, tout ça? Tu as un compte pro? J'ai un compte plus. Okay. J'avais un compte pro quand Sora est sorti. Bon, voilà. Ouais. Mais bon, après, les choses ont fait que il fallait que je mette mes billes ailleurs, on va dire ça comme ça. Mais donc oui, j'ai ChatGPT plus, ça me permet de plus dans la vie de tous les jours aussi. Par exemple, tu vois, je suis une bille en anglais. Personne ne le sait. Maintenant, tout le monde. Mais bien sûr, un LLM performant me permet aujourd'hui de communiquer dans un parfait anglais, en fonction de ma cible aussi, avec de la traduction, mais aussi de la syntaxe. Enfin, tu vois, je m'éduque aussi comme ça. Après, je pense que c'est bête, mais
Je m'en sers pas pour grand chose, mais suffisamment pour me dire il faut que je m'abonne, tu vois. Aujourd'hui, pour l'image, en plus de ça, si Mais je veux tu faire de la promptes retouche, pas avec. bah, pas du tout. Tu Non, fais comment tes prompts alors? Enfin là, c'est une question très importante dans l'épisode. directement sur Midjourney. Ah ouais. Tu sais, il y a 2 ans de cela, ChatGPT, c'était pas non plus. Alors, c'était la grosse bombe. Moi, je ne prompte plus jamais Ouais. Midjourney directement. Je Ah fais ouais. systématiquement. Ah, bah, attends, je dis ça, je fais le malin, mais j'ai pas les mêmes résultats que toi. Donc, Bah, d'accord, ok. Tu vois, en fait, j'ai jamais vraiment essayé, tu vois, de demander un prompt à ChatGPT pour le mettre sur Midjourney. Parce que j'ai pas appris comme ça. Moi, quand je me suis formé tout seul, etc., j'étais directement in-app à tester, à faire des prompts qui n'avaient parfois ni queue ni tête pour arriver à des résultats. Et Est-ce que justement, tu es encore dans Discord? bien sûr. T'es pas sur la version Ah non, je suis alpha, vieux, moi. non plus. Mais tu sais qu'en plus de ça, j'ai un peu râlé sur leur serveur en disant mais attendez, on peut plus mettre en raw mode de manière automatique sur Discord. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu fasses le raw. Là où avant, tu allais dans settings, tu mettais raw mode et tous tes prompts étaient automatiquement en raw. Et ben voilà. Donc non, on est vieux et ils commencent à nous dire arrêtez d'être vieux, venez sur le site. Ouais. Donc ouais, non, je suis un peu old school de ce côté-là. Mais donc ma façon de prompter est aussi peut-être old school, hein, je sais pas, j'ai pas découvert le prompt par LLM. Tu promptes en français? Non, jamais anglais. anglais. J'ai appris en anglais, donc je le fais en anglais, et c'est là où justement le ChatGPT, justement, peut m'aider sur certains vocabulaires techniques ou des choses un peu voilà, que je ne connais pas. Mais non, mes prompts sortent de mes mains. Incroyable, incroyable. Ouais. Ok, alors j'y vais, hein, parce que tu vois, tout ça, ça nous intéresse énormément. Ouais. Magnifique. Ouais. Tu fais je l'utilise aussi, Ouais. mais est-ce que tu fais des réglages et tout à fond? Est-ce que l'upscale, on a un x2 par défaut, ensuite aujourd'hui un x4, x8, x16. Mhm. Est-ce que tu vas au-delà du x2? Et est-ce que tu fais des réglages? Moi, je reste un peu en standard et je reste en x2, ce qui fait qu'en général, l'apport de Magnifique est quand même assez faible. Ouais. Mais toi, tu es comment là-dessus? Alors, avant, j'étais en x2 parce que quand je devais upload par la suite l'image sur un outil de vidéo, il n'acceptait pas des définitions qui allaient au-delà. Maintenant, je suis en x4 parce que justement, on peut légitimement par les outils comme Kling importer du contenu de très haute qualité, donc je suis en x4. Concernant les réglages, tout dépend de mon sujet. Si par exemple, je fais une architecture, je ne vais pas avoir vraiment le besoin justement d'augmenter un curseur ou pas. C'est très bien compris par l'engin et je peux justement sélectionner si je veux un landscape, si c'est plutôt portrait, etc. Donc automatiquement, ça correspond et c'est cohérent avec mon image. Toutefois, si par exemple je vais faire de l'humain, et là c'est là où ça se complique, et je t'invite à essayer, peut-être que tu l'as déjà fait, de mettre un visage de bébé sur Magnifique et de vouloir l'upscaler en 4 en laissant, ou même en 2, en laissant tout automatique. Ouais. Et ben d'un coup, ça va vieillir le bébé. Et ça va donner un air un peu creepy, d'ailleurs, un peu valet de l'étrange au sujet. Et là-dessus, il faut impérativement se servir des fonctionnalités de Magnifique. Donc, par exemple, réduire l'HDR, peut-être sélectionner le portrait en soft portrait, tu vois, mettre un peu plus de ressemblance, moins de créativité, pour arriver à une image de très haute définition et qui respecte la morphologie d'un bébé, tu vois. Donc, tout dépend des sujets, en fait. Bien sûr, bien sûr. Si tu as du close-up, c'est encore autre chose, tu vois. Si tu as du donc c'est une vraie utilisation de Magnifique. Ah oui. T'es pas juste sur hop intermédiaire, j'augmente la qualité comme ça. Encore une fois, ça dépend des sujets. Des fois, ça m'arrive en effet d'upload l'image, je mets tout en automatique, je mets en x4, ça part, tu vois. Mais l'upscaler de Midjourney n'a jamais marché, il ne marche pas. On est d'accord là-dessus ou pas? Non, vraiment, Midjourney. Ça sert à rien, on le fait pas, on est d'accord. Je l'ai testé au début, et je me suis dit, il y avait déjà Magnifique à ce moment-là, tu vois, et je me suis dit, mais comment ils peuvent sortir un truc pareil? C'est-à-dire que ça crée un aplat de pixels, un côté lisse et un côté complètement irréaliste à l'image qui l'est pourtant, parce que Midjourney, en fait, et ça, là, je vais rentrer un peu dans la philosophie. Je pense que la vision du fondateur n'est pas de... David Holtz. David Holtz, tout ça fait. Comment dire a une vision de la beauté
a une vision du sublime, a une vision de tout ça, là où Magnifique apporte justement par l'upscaling non pas de la beauté, mais de l'imperfection. Et à mon sens, la beauté d'une œuvre ou la beauté d'une photo se trouve justement dans ses défauts, se trouve dans l'imperfection, se trouve dans les rides, se trouve dans une architecture qui est un peu abîmée. Parce que pour moi, la vraie beauté, c'est l'harmonie en fait. C'est pas le côté lisse, c'est pas le côté symétrique, c'est l'imperfection. Et ça, Magnifique, là, je le trouve beaucoup dans cet outil, tu vois. Là où sur Midjourney, comme le standard de beauté justement a été éduqué par les utilisateurs, donc en votant par exemple un système de ranking entre deux photos, etc., bah, il y a une vision vachement lisse et commune de ce qu'est la beauté. Et donc elle n'est pas neutre, tu vois. Et c'est pour ça que l'upscaling de Midjourney clone le pixel de manière symétrique à mon sens et pas de manière dégradée, tu vois. Voilà. Ah, ça c'est vraiment ce que je pense et ma vision. Je dis pas que c'est forcément le cas et que c'est réel et que c'est vrai d'un point de vue technique, mais à travers l'expérience et ma vision, c'est vraiment ce que je pense. Mais j'ai déjà lu des trucs comme ça et vu des interviews de David Holtz aussi, tu vois, sur cette esthétique Midjourney, en effet. Et t'as raison. Et merci, on est là aussi pour parler philo, tout à fait. Donc c'est cool. Et on va en reparler. Kling, ton utilisation de Kling. Donc, tu utilises un peu tout chez eux, les keyframes. Oui. Le Kling, on est en quoi 1.6 aujourd'hui sur la version. Ouais. Franchement, c'est vrai que leur outil, il est assez extraordinaire. C'est fou. Et alors, moi, je m'en sers beaucoup en image to vidéo parce que 10 fois moins cher que Runway aussi. Ah bah tu vois, Runway, moi je les ai... Je sais pas, ça doit être gratuit pour toi, mais pour moi en tant qu'utilisateur payant, je crois que c'est minimum 10 fois moins cher que Runway. Parce que Runway, moi je l'ai pas trop manipulé. C'est un petit truc que... On me dit, tout le monde me dit, ouais, mais est-ce que tu as testé? Parce que bon, on me catégorise comme celui qui teste partout, que tous les outils, etc., pour être à l'affût des trucs. Mais Runway, les dernières versions, etc., j'ai pas trop joué parce que je trouvais mon compte sur Kling, par exemple. Bien que là, la Gen 4, elle est méchante quand même, de ce que j'ai vu. Mais non, sur Kling, moi je trouve clairement mon bonheur. Je suis surtout sur l'image tout vidéo. Je trouve que c'est extrêmement performant. Le texte tout vidéo, j'y vais pas parce que justement, j'y trouve pas mon compte créativement. Mais là, très récemment, j'ai testé leur fonctionnalité Element, tu sais, où tu importes justement un frame, un autre, un objet et machin, et l'outil va te créer une œuvre dans son intégralité en intégrant tous ces éléments. Et waouh! Incroyable. Non mais parce que Pika Labs avait sorti ça aussi. C'était un peu bancal. Alors je sais pas aujourd'hui, mais il y a un mois ou 2 mois quand c'est sorti, c'était un peu bancal. Donc j'ai vite skippé. Mais par contre, Kling, mais qu'est-ce qu'ils le font bien. Alors c'est pas parfait, hein, mais par contre, je me dis si c'est comme ça aujourd'hui, dans un an on va parler chinois. Sans vilain jeu de mots. Ah ouais, non mais et Kling en plus maintenant ils ont un truc pour te suggérer des prompts où tu utilises DeepSeek aussi. Il y a DeepSeek qui est en effet intégré à l'outil depuis peu, hein, et oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que justement les outils chinois font partie d'un écosystème en Chine et j'ai l'impression qu'ils sont tous potes, tu vois. Enfin, alors, c'est une grosse compète, hein, j'imagine, mais je pense qu'ils vont dans le même sens. Et donc, il y a justement ces différents plugins qui vont s'agrémenter à Kling pour faire un outil complet, puissant, avec justement un tout en un. Tu vois. Et c'est pour ça que intégrer DeepSeek, c'est une super solution pour eux, je pense, puisque là où ils sont pas bons, bah, ils vont aller chercher qui le fait bien pour justement avoir l'outil le plus complet. Et sur ce type de format, on a aussi FreePic. FreePic, je trouve que c'est un site qui est aujourd'hui ultra complet, quoi. Une machine de guerre. Mais vraiment, vraiment. Si demain vous voulez débuter justement en IA, le meilleur point d'ancrage, c'est FreePic parce qu'on y trouve tout. Génération d'images, vidéo, comment dire, il y a retouche, il y a upscaler. Tu veux former une équipe, une entreprise qui veut se mettre un petit peu à la création sur l'IA. Moi aujourd'hui, je conseille FreePic. Ah bah, parce que tu vois, ils ont tout. Au début, je m'en moquais, je disais le combi magnétoscope TV, ça fait tout, mais ça fait pas tout bien, quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas vrai, c'est tellement fort, tellement puissant. En fait,
je suis comme toi, c'est-à-dire que moi je suis plus partisan des sites qui sont spécialisés, qui sont les meilleurs dans un domaine et qui sont pas à 25% dans tout. Et en fait, FreePic, là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils n'ont pas développé leur propre modèle en soi. Ils sont allés chercher les meilleurs dans chaque domaine pour les rassembler dans le même outil. Et donc ça permet justement d'être un hub des meilleurs outils et donc d'une offre complète pour leurs clients. Et c'est ce que tout le monde recherche. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, il y en avait qui me disaient ah, mais il faut que je me prenne 15 000 abonnements ici, 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 que je sois aux aguets de tous les outils. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une plateforme où justement je peux trouver tout ça? Et ben moi, je disais non, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Les gens, ça les rend dingues de devoir créer, rien que créer, même sans mettre la carte bancaire, créer 10 comptes, Mais oui. ça les rend dingues. Complet. Complet. Mais le mec de FreePic, il est très fort, hein, parce que quand j'ai vu le rachat de Magnifique, Ouais. je me suis dit, oh, tu vois, est-ce que tu arrives à incorporer un produit comme ça? Finalement, ils le laissent à côté. Avec tout ce qu'ils ont fait là, FreePic, c'est devenu une bête de course. C'est devenu une solution qui compte, quoi. Ah, complètement. À mon sens, ça va être un acteur majeur dans justement l'IA générative demain, si ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui, hein, je viens de te dire. Un Photoshop pour garder ce qu'ils font, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Adobe, je veux dire, pardon, pour regarder ce qu'ils font. Ouais, bah, il faut, je pense, surveiller tout ça parce que je pense que dans les prochaines années, il va y avoir des histoires de rachat dans tous les sens. Bon, on l'a vu avec Magnifique, tu vois, et je pense que ça va pas se terminer là. Hein. C'est un peu à l'époque Internet, Google, tu vois, quand Google a... Allez, je rachète tout. Ouais. Et je pense que là, on est sur un peu la même chose avec l'IA. Donc, qui rachètera tout? C'est ça la grande question aussi. Vincent, pour en finir sur notre tour du marché, donc tu nous as parlé de Rêve, Sora, Sora, t'en as pensé quoi? Donc Rêve, t'as été bluffé en tout cas, générateur d'images, nouveau modèle, ça t'es bluffé, tu t'en sers. Ouais. Et ensuite Sora, t'as quelques mots là-dessus? Alors, pour revenir sur Rêve, je pense que c'est fantastique, allez-y, allez découvrir l'outil. Maintenant, ils ont encore des progrès à faire, notamment sur l'UX, mais ça, voilà, c'est un projet qui est né il y a très peu, donc forcément, c'est avec les feedbacks des utilisateurs où ça va progresser. Et concernant Sora, bah, si tu veux, moi j'étais dessus depuis un moment, hein, depuis, ça fait novembre, quelque chose comme ça, décembre. J'étais en VPN, j'ai pas peur de le dire. Bien sûr. Ça fonctionnait malgré les risques. Il faut prendre des risques dans la vie. Mais du coup, on va dire que c'est pas un outil facile, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas assisté entre guillemets comme les autres outils où tu rentrerais une image, t'es même pas obligé de mettre un prompt, ça s'anime, tu vois. Sur Sora, c'est plus technique. Il faut savoir comprendre vraiment comment le modèle derrière interagit avec le contenu que tu vas importer sur l'outil. Enfin, moi, j'ai vraiment passé une semaine en War Room à tester l'outil, à vraiment aller dans les retranchements, etc. Et je me suis dit, c'est ultra puissant, c'est très fort, ça fait du contenu exceptionnel, mais je pense que c'est pas encore accessible, tu vois. C'est un peu l'inverse de GPT-4o image, en fait. Hein. Clairement, on ne se demanderait pas si c'est pas deux entités séparées, parce que c'est vrai que... créer un produit quasiment spécialiste, quoi, tu vois, un studio, quoi. Exact, mais je ne sais pas si c'est fait exprès, en réalité. Hein. Peut-être que c'est accessible sur certains aspects, mais en tout cas, sur la partie créative, purement créative, c'est pas facile. Donc, il me faudrait plus d'une semaine, le temps que je n'ai pas, pour vraiment maîtriser parfaitement l'outil. Mais oui, c'est un peu paradoxal avec la vision d'OpenAI de rendre justement l'IA accessible à tous et à la masse, puisque Sora ne l'est pas. Voilà mon avis là-dessus. Tu as fait des créations avec Sora d'image, tu veux dire? Publié, oui. Alors, j'ai fait de l'image pure, non, c'est pas sur Sora parce que c'est 4O hein, derrière finalement, mais plus sur la partie vidéo. Je veux dire vidéo, pardon. Ouais, mais en fait, j'ai généré des images sur Midjourney pour justement les animer avec Sora et pour le monter derrière avec CapCut, et le diffuser. Ça marchait très bien, mais il y a un côté un peu... une esthétique, on va dire, qui n'est pas fidèle à ma ligne éditoriale. Je ne saurais même pas t'expliquer. C'est un pourquoi. C'est un grain. Peut-être le grain, ouais. C'est un peu ça. C'est-à-dire que les mouvements sont un peu plus rapides, par exemple, sur Sora. Sont peut-être un peu plus hollywoodiennes, en fait, tu vois. Là où, par exemple, sur un Kling, ça va être plus tableau. Voilà. Après, c'est un ressenti, tu vois. Bien sûr. Non, mais quand tu le dis,
Je le perçois, tu vois, je l'entends. Ouais. Mais... Ton compte principal, ta vitrine, c'est ton compte Instagram. C'est ça ton paquebot aujourd'hui. Voilà. Donc toi, Vincent, tu fais Iphonely, tu fais du format vertical, on est d'accord ou pas? Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. Donc alors, du 9/16e, TikTok, Instagram. C'est là-dessus que tu travailles directement. À 90%. D'accord. Alors, tu démarres là-dessus, tu arrives là-dessus. Bonne question. Et tu devais me dire tout à l'heure, je t'ai coupé, alors que c'était hyper intéressant, comment tu montes aussi, tu sais, justement. Tu vas être déçu, hein, c'est très, très bateau. Hein. mais sur la partie verticale, tu soulèves une question qui est hyper intéressante, que j'ai jamais évoquée jusque-là. Je pense que ceux qui font de la génération d'images, ils vont comprendre, mais non, je ne génère pas des images en 9/16e dès le départ. C'est tout. Alors, j'ai constaté avec l'expérience qu'en réalité, l'IA va considérer la dimension de l'image de manière extrêmement importante par rapport à la composition. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, mais si par exemple je fais un funambule sur du 9/16e, la composition de l'image sera assez réduite. Et l'IA va vouloir tout mettre, donc toute la scène, dans le 9/16e. Et donc je vais être sur vraiment une scène très verticale, très zoomée. Là aussi, par exemple, je génère en 4/5e, ça va être un format portrait plus large, qui permet justement d'avoir une profondeur plus conséquente aussi. Et par la suite, je vais redimensionner l'image, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça. Je ne génère jamais en 9/16e. Ah, ouais, ok. C'est pour vraiment apporter plus de profondeur. Si je fais par exemple du 16/9e et qu'ensuite je redimensionne, ça apporte encore plus de profondeur, plus de dimension à l'image. Néanmoins, si par la suite je veux l'animer, ce que j'ai généré en 9/16e, c'est forcément beaucoup plus petit une fois que je l'ai mis en 9/16e, pardon. Et donc forcément l'animation sera moins précise. Donc il faut trouver l'équilibre pour arriver justement à un résultat convenable. Super. Alors là, j'ai appris un truc parce que tu vois, je m'étais dit en regardant de très près ce que tu faisais, je m'étais dit que tu travaillais direct en 9/16e, tu vois. C'est une grave erreur si tu le fais. Hyper intéressant. Ouais. Montage. Alors, montage, je suis sur CapCut. Comme en moi. fait, mais ça me fait du bien que tu dises ça, Vincent. Je me disais, mais merci. Je me dis, je suis pas complètement à la ramasse ou je suis pas nul de faire ça. Mais alors, tous ceux qui pensent que justement CapCut c'est un peu pour le commun des mortels, en mode influence, en mode c'est très facile, et il y a peu de fonctionnalités, mais ouvrez l'app quoi. Ils sont mais vraiment hyper forts sur les nouvelles fonctionnalités, notamment IA, sur la facilité de monter une vidéo directement sur le téléphone, d'apporter aussi du sound design, parce qu'il y en a plein qui me posent la question, mais ton sound design, tu le trouves où, tu fais comment, etc. C'est in-app sur CapCut. Wow. Alors d'un point de vue commercial, c'est autre chose. Application desktop sur l'ordi ou ouais, je l'ai, mais je préfère être sur tel, moi. Tu fais sur tel? Ouais. Après, c'est vraiment... ça, pour le coup, c'est très perso, c'est juste que... mais elle est différente, elle a d'autres fonctionnalités que l'application desktop, l'application mobile quand même. J'ai pas vraiment fait attention, je t'avoue. Mais t'as sûrement raison. Mais... tu fais sur tel ton Ouais, montage. je préfère. Tu sais pourquoi? Mais attends, et Midjourney aussi? Non. D'accord. Je suis sur 2 écrans. Non. Là, pour le coup, j'ai mon setup, tout bien. T'as ton setup, et après la touche finale montage sur le smartphone, tranquille, dans le canapé. Tu sais pourquoi? Parce que comme je fais du contenu justement qui est très mobile en fait, très Instagram, très machin, j'ai besoin de voir mon contenu à échelle réelle. Direct en situation de mobilité, comme ton viewer. Exactement. C'est un réflexe que j'ai et qui me convient. Et franchement, l'application est assez bien faite sur smartphone pour pouvoir bien la manipuler. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de confort, ça aurait été mieux sur des écrans. Mais j'aime me mettre en situation, tu vois. Et quand j'agrandis le plan ou même quand j'upscale directement, parce qu'on peut upscaler directement en vidéo sur CapCut, au moins j'ai le bon écran, tu vois. C'est bête, mais alors je suis sur MacBook M4 Retina, c'est très bien. J'ai un Asus ProArt, c'est très bien, couleur, machin, résolution. Mais par contre, ça remplacera jamais un iPhone et une situation réelle où comment on tient le téléphone pour scroller par rapport à la distance avec les yeux. Et moi, j'ai besoin de ça, tu vois. J'ai besoin de me mettre à la place de cet utilisateur. Ton Asus ProArt, c'est ton écran? Ouais. D'accord. Et tu es à l'iPhone en mobile? Ok, très bien. Ouais. Merci Vincent pour tous
tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous révèles, c'est passionnant. Avec Maintenant, plaisir. j'ai envie, parce que le temps passe, Ouais. je veux absolument qu'on parle de ton travail. Ouais. 800 000 abonnés, mais pas pour rien, parce que c'est un travail extraordinaire. Merci. Est-ce que tu as des... et je pense vraiment. Alors, est-ce que toi, tu as des œuvres un petit peu coup de cœur? Donc déjà, on reviendra après sur la notion d'artiste dont je dois te parler. Est-ce que tu as des œuvres coup de cœur? Récemment, moi, j'ai vu dans ce que tu as fait, If Only, trouver donc une réponse à la crise du logement dans les grandes villes grâce au train. Ouais. Donc un immeuble extraordinaire, magnifique. Je ne saurais pas définir le style de cet immeuble, mais il a un gros style qui est baladé sur Manoir un haussmannien, train. je dirais. Un manoir haussmannien. Hôtel particulier. Manoir haussmannien, c'est pas mal. Ouais. Franchement, ça c'est super. Merci. Ça c'est super, donc allez voir. 3663 likes. Ouais, celle-là, c'est pas celle qui a le plus marché, mais en fait, elle fait partie d'une série, justement, je vais l'appeler comme ça, un manoir haussmannien, Très bien. sur justement comment dire, des choses qui sont mobiles. Donc, par exemple, les bus, les trains, les bateaux. Et en fait, la première que j'ai faite, c'est des bus comme ça. Tu vois, c'est épinglé sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir. Mais là, pour le coup, j'ai représenté ça de manière très réelle, très réaliste. C'est un truc qui a fait 40 millions de vues, tu vois, qui m'a fait gagner 80 000 abonnés en un seul post. Et donc, en fait, ce type de concept, et ça, c'est ça qui est bien, c'est que je peux le décliner. Donc, je l'ai fait avec les bus, ça a pété. Je l'ai fait avec les bateaux, donc les bateaux mouches, ça a pété aussi. C'est intéressant cette déclinaison, ouais. Ouais, bien sûr. ça me plaît en fait de faire ça. Tu vois, j'ai fait pareil avec les maisons. Tu vois, les maisons en bouffe, maison sushi par exemple, Ouais. qui avait fait 250 millions de vues, où je me suis dit, mais c'est hyper déclinable. Et donc je l'ai fait avec les loukoums, je l'ai fait avec plein d'autres trucs que j'ai pas en tête. Là, ça commence à dater. Bien Mais sûr. tout ça, ça donne une liberté de possibilités qui est exceptionnelle. Et donc j'essaie de faire des choses déclinables. Tu vois, ma dernière lubie, c'est faire justement des fashion shows créatifs. Et tu vois, j'ai fait ça de manière, on va dire, assez naïve au début, donc avec des setups, on va dire, des settings un peu créatifs dans Paris, machin, ça a grave marché. Et tu vois, après, j'ai commencé à pousser la chose de manière toujours plus créative, toujours plus dans l'imaginaire, donc avec, par exemple, un fashion show Antarctica, tu vois, que j'ai fait, qui a pas mal marché aussi. Et puis là, très récemment, j'ai fait aussi, voilà, j'ai imaginé qu'est-ce que serait un fashion show Dior sur le thème justement de l'aquarium, mais aussi des ballerinas. Et là-dessus encore, ça a pété. Donc, et là, pas plus tard qu'hier, j'ai fait, alors je sais pas si c'est hier pour vous, mais où j'ai fait les fashion shows de manière céleste, où carrément c'est dans le ciel, accroché à des drones. Et là-dessus, encore une fois, on est sur du 200 000 likes, ça cartonne quoi. Ça va être un des épisodes diffusés les plus rapidement possible, cher Vincent. Ah, trop bien. Il va être diffusé demain. Donc C'est c'est vrai vraiment hier. Ah, c'est marrant que c'est fantastique. c'est une des seules fois. Donc c'est marrant que tu le soulèves. Donc là, vous avez vraiment une info méga fraîche. Ah bah voilà. Donc précipitez-vous sur le compte de Vincent. Super. Alors, j'adore ton idée de déclinaison, mais moi, ma question, c'est comment te vient la première idée en fait. Comment te vient la première idée? Après, j'entends que maintenant tu la déclines et que c'est génial à chaque fois. Mais la première idée, elle te vient comment? Wow, tu te poses, tu te balades, c'est quoi? Alors, il y a un truc qu'on a oublié en tant qu'humain, c'est l'ennui. Ah, tout à fait. Tu sais, aujourd'hui, contrairement à hier, quand on s'ennuie, on compense ce temps. Donc on a accès à notre smartphone, sur les réseaux, sur TikTok, dopamine. Allez, on y va. On nous faut notre dose. Quand on n'a rien, on nous faut notre dose. Mais en fait, ce temps d'ennui, c'est là où naissent aussi les idées, c'est là où naît l'inspiration. Et finalement, c'est un temps qui est privilégié avec soi-même pour penser, pour rêver, pour idéaliser, pour conceptualiser. Ce temps, moi, je le prends, tu vois. Ça peut être n'importe quand dans la journée ou même dans la nuit, mais je le prends pour façonner des idées que j'ai, qui viennent parfois de certains désirs, de certains rêves, de certains cauchemars, de certaines rencontres, de certaines discussions, de certaines architectures. Et en fait, qu'est-ce qui crée l'idée? C'est pour moi la curiosité. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à un maximum de choses pour lesquelles, à la base, on n'est pas forcément intéressé. Je te cite un exemple.
les ballerines, tu vois, les ballets, pardon. Opéra, tout les ça. opéras, voilà, le spectacle vivant. Autrefois, moi, j'étais intéressé, mais sur une niche qui était très musique, très soirée, très concert, machin. Aujourd'hui, je me suis trouvé une véritable passion pour justement les ballets. Et pourquoi ? Parce que je m'y suis intéressé pour pouvoir les représenter. À la base, ça m'intéressait pas du tout, hein, mais j'ai eu la curiosité de me dire, il y a une élégance, il y a de la grâce, pourquoi ? Et donc je suis allé voir, tu vois. J'ai commencé à même regarder certains comptes comme Victoria d'Auberville, qui est une danseuse exceptionnelle, qui justement fait aussi de la danse de manière très créative, dans des endroits très créatifs avec son conjoint, donc Mathieu Forger. Et là, j'ai découvert un monde, je me suis dit, mais à partir en fait d'une danse, on peut créer un monde, tu vois. Ouais. Et moi, je suis bon justement dans la scénographie, dans l'environnement, et eux dans la performance, par exemple. Et donc, comment on peut blender les deux, tu vois. Ouais. Et donc, voilà comment viennent les idées, tu vois. Je m'intéresse à l'archi, je m'intéresse à l'art, je m'intéresse à la performance, et je me dis, mais je vais faire un cocktail de tout ça pour créer de la singularité. Euh, et donc, ça pour tout, tu vois. Je vais bouffer C'est des génial. sushis, je me dis, mais je vais C'est créer un génial. terrain de tennis en sushi, tu vois. Enfin, c'est des C'est trucs génial parce parfois que bêtes, je hein. pense que, en fait, je pense que je comprends très bien ta notion d'ennui et je pense qu'en plus, tu apprends des choses parce que Tout à fait. aujourd'hui, quand je regarde ton compte et tout ça, sincèrement, au niveau archi, avec tout ce que tu as fait, archi, tu as une idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, avec le nombre de créations que tu as pu faire. Bah, si tu veux, ça vient pas de nulle part non plus. C'est-à-dire que avant de me lancer dans l'IA, j'étais plutôt dans l'événementiel. Et donc dans l'événementiel, Lieu. comment ? Tu parles de lieu, alors peut-être. Ouais, De enfin, lieu, ouais, de d'accord. scénographie, d'expérience. Ouais. Parce que l'événementiel, ça peut être très boring avec une colloque classique, tu vois, face à un PowerPoint. Mais moi, ce que j'aime le plus dans ce métier-là, c'est l'expérience, tu vois. C'est comment apporter de l'émotion à un visiteur à travers les cinq sens, tu vois, ou l'immersion. Parce que pour moi, un événement réussi, c'est un événement où tu en ressors et t'as vécu un truc, tu vois. Et tu vois, j'ai vu ça très récemment quand je suis parti au Japon avec l'exposition et le lieu qui s'appelle Team Labs Planet, que peut-être tu connais, tu sais, c'est un espèce de parcours à travers des arts, à travers du mapping, à travers les sens. Et c'est fantastique. Et je me dis, mais tu ressors de ça, t'as vu un monde en fait, tu vois. Ouais. Et c'est très inspirant pour moi ce genre de choses parce que ça me permet aussi d'apporter une dimension fantastique et onirique à quelque chose qui pourrait être finalement classique. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes créations, c'est de partir de quelque chose de très urbaine, de très familière, de très classique, et apporter justement cette dimension de rêve, tu vois. Magnifique. Magnifique comme l'app. Euh, donc la question, évidemment, Vincent, que je voulais te poser, c'est est-ce que tu te considères comme un artiste aujourd'hui? Et je t'ai dit, c'est marrant, moi en tout cas, je te considère comme un artiste IA. Et en vrai, tu vois, on est un peu potes aussi, tu vois, mais je te vois comme un artiste dans ma position. Premièrement, merci. Je pense que c'est un super compliment. Moi, j'autorise les autres à me considérer comme ils le souhaitent. Comme artiste, comme art director, comme prompt engineer, tu vois. Enfin, mais moi, personnellement, je me considère plutôt comme AI art director. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui vais créer, tu vois. Moi, je vais donner les instructions pour créer. Et je vais être en fait le chef d'orchestre d'un orchestre, en fait. Tu vois. Cet orchestre étant l'IA. Absolument. Ou des agents IA, tu vois. Ou voilà, Qu'on pourrait... presque incarné, quoi. Enfin, presque Exactement, c'est des instruments. personnifié. En fait, il y a des instruments, si tu veux, il y a des instruments et il y a les outils. Tu vois, par exemple, demain, avec comment dire, l'élan des agents IA, ça va être un LLM qui va utiliser un outil externe, par exemple. Bien sûr. Et donc, les outils externes pourraient être les instruments et les agents IA, les musiciens. Et moi, je suis devant avec ma partition, tu vois, en train de justement donner les instructions. Donc, je le vois plutôt comme une direction. Chef d'orchestre. Ouais. Chef d'orchestre. Oui. Puisque Ok. moi, je donne les bases, je donne le ton, je donne les instructions, et par la suite, la musique se compose, tu vois. Et c'est un peu le cas aujourd'hui. Et finalement, c'est marrant, parce qu'en disant ça, je me dis, c'est aussi mon métier avant. C'est-à-dire que j'étais chef de projet événementiel. J'étais pas celui qui crée, j'étais pas celui qui drivait les choses. Enfin, si, justement, j'étais celui qui drivait les choses, mais pas celui qui était dans l'opérationnel. Et donc, c'est un peu le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis chef d'orchestre d'une équipe
pour amener un projet à sa fin. Tu vois. Donc là, le projet en question, c'est l'image, c'est la vidéo. Mais moi, je suis pas celui qui va prendre, qui va prendre le crayon, tu vois. Je rappelle, Vincent, pour nos auditeurs, que et euh, c'est pas du tout quelque chose de mauvais ou une insulte, mais toi sans l'IA, Mm. sans l'IA générative, on Mhm. est d'accord, hein, je pense que tu es presque comme moi, tu sais pas créer Absolument. Photoshop, tout ça, Pas du tout. ou au pinceau, Pas du tout. solfège, tu Bah, sais pas faire. Et Alors, pourtant, j'ai essayé, hein. Mais je suis en fait pas fait pour ça. Tu vois, même la musique, j'aurais adoré être un bon compositeur ou quelqu'un qui va sur Logic Pro et voilà, qui se manipule très bien, etc. Parce que j'ai plein d'idées de musique, je suis très sensible à ça, mais j'ai jamais. Enfin, je suis pas intéressé par ça, tu vois. Enfin, je suis intéressé par ça, mais c'est hors de ma portée parce sûr. que je suis quelqu'un de très impatient, je suis quelqu'un comment dire, qui va dans tous les sens et parfois il faut justement cadrer les choses. L'IA m'aide à me cadrer, par exemple, mais en l'occurrence, oui, je pense avoir la pensée créative et artistique, mais pas les mains. Et c'est pour ça que Ouais. justement l'IA a été la solution. C'est-à-dire qu'à travers l'IA, j'ai pu créer sans intermédiaire, tu vois. Et tu me disais tout à l'heure, je te dis que tu as une mine splendide et que tu as l'air d'avoir la pêche. Merci, merci. Donc, il commence à faire beau à Paris. Ouais. Donc, on poste C'est l'épisode vrai. demain. Donc, ça fait du bien au moral. Mais tu me disais que c'était pas lié qu'à la météo aussi, à tes projets un peu. Bien sûr, bien sûr. Alors, mon humeur, évidemment, dépend de ma vie perso, mais ma vie pro est très présente dans ma vie perso aussi. Donc forcément, ça influe sur mon sourire. D'autant plus que ce que j'entends par ça va dans ma vie pro, c'est si un contenu fonctionne, tu vois, que ce soit pour moi, donc dans mon personal branding, ou pour un client. Donc forcément, c'est un truc qu'on retrouve chez tout le monde, hein, finalement. Hein. Si ça se passe bien au boulot, ça se passe bien dans la vie. C'est un peu triste, hein, puisque on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Après, ça c'est ma philosophie, mais quand on est passionné, néanmoins, c'est là où ça devient aussi intéressant. C'est qu'on peut blender les deux et trouver un bonheur incomparable. Mais oui, c'est sûr que en ce moment, mon contenu marche. J'ai beaucoup de prospects, j'ai des clients contents, donc forcément, tout va bien. Et puis, voilà, dans ma vie perso, ça va très bien aussi, donc c'est cool. Magnifique. On parle de centaines de millions de vues sur tes vidéos. Tu réfléchis, tu vois tu te dis ce que c'est de temps en temps un peu. Enfin, franchement, regarde, moi j'ai eu des audiences de quelques dizaines de milliers de personnes que je suis ravi de partager avec toi et je les remercie 1000 fois de leur fidélité. Mais déjà, tu vois, de temps en temps, je me dis waouh, c'est dingue, tu sais, c'est un stade de foot, tu vois. Mais 200 ou 300 millions de personnes qui voient tes vidéos, c'est incroyable. C'est un continent, Vincent. On ne se rend pas compte, je te jure. C'est waouh, tu vois. En fait, sur les chiffres, c'est très très dur, vraiment de se rendre compte. Moi, en fait, je suis tout seul, tu vois. Tu reçois des messages quand tu postes tes vidéos, je veux dire des commentaires et tout. Oui. Ah oui, non, mais ça, pour me gratifier ou pour me critiquer, il y en a des gens. Mais tu vois, c'est hyper paradoxal. Et pourquoi ? Parce que tout ça, c'est numérique. Alors, derrière un chiffre, il y a une personne, certes, mais c'est pas une personne à qui j'ai serré la main. Et en finalité, en fait, je suis très seul. Je suis dans mon bureau, très seul, avec mes 2 chiens, tu vois. Mais les gens te connaissent pas forcément. On t'arrête pas forcément dans la rue. Non, parce que je ne me montre pas. Tu montrerais ton travail, je pense qu'il y a un paquet de gens qui diraient « Ah, je connais, j'ai vu. » quoi. Complètement. Mais ça m'arrive très souvent où on me connaît pas. Mais par contre, je montre une image, mais c'est toi. Mais aussi parce que je ne communique pas du tout sur mon visage, par exemple, à part sur LinkedIn, puisque voilà, j'essaie de segmenter aussi mon branding, mais sur Instagram, je suis représenté à travers un avatar donc, que j'appelle Ifeanli, cheveux roses, machin, qui est un peu mon alter ego créatif et que je compare un peu à la Death Note, tu vois, avec ce personnage qui accompagne en fait l'homme. Et j'aime bien justement avoir cette dissociation de mettre Ifeanli devant mon setup et quand je sors de mon bureau, c'est Vincent. Et j'essaie de segmenter comme ça parce que sinon justement ça peut être un peu piège dans ma vie perso déjà puisque Ifeanli est complètement taré sur son bureau mais derrière Vincent il a des responsabilités, tu vois. Et puis en événement par exemple c'est Vincent, tu vois, qu'il faut que je montre, quoique j'ai aussi envie demain de pouvoir interagir
lors de keynote par exemple, de faire des keynotes où j'ai par exemple Ifeanli qui pourrait apparaître derrière et interagir avec l'audience ou avec moi directement pour avoir justement des shows ultra créatifs. Sympa. Bah ouais, et puis encore une fois, la vision d'Ifeanli, c'est pas forcément la même pour Vincent, tu vois. C'est là où ça devient intéressant. Voilà. On va me prendre pour quelqu'un qui a des troubles de la personnalité. C'est pas le cas. Les gens aiment bien voir ça, aiment bien dire ça. C'est un sujet à la mode. Ouais. Ouais. Mais non, j'y trouve mon compte comme ça. C'est avoir justement cette fenêtre créative et cette fenêtre plus cartésienne et rationnelle avec Vincent. Sur une vidéo que tu fais, alors moi, il y en a. C'est laquelle est-ce que tu as une ou deux de tes vidéos qui sont un peu tes petites préférées C'est trop dur comme question. Ouais, je l'imagine. Mais elles sont toutes mes préférées. Enfin, parce que. C'était bébé. Bah ouais, en fait, toutes mes vidéos, j'y passais beaucoup de temps. J'y mets à chaque fois mon âme, tu vois. J'y mets vraiment beaucoup de créativité, beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Donc, c'est comme demander de choisir entre tous ces enfants, tu vois. Maintenant, il y en a certaines qui ont été déterminantes, on va dire, dans ma carrière. Ça, oui. Qui marquent quelque chose, oui. Voilà, qui ont été des points d'étape et qui ont fait que ça fonctionne. Donc oui, celles-là, je les affectionne, je les cite, mais je les aime toutes, tu vois. Pour une vidéo, tu fais des centaines d'images, des dizaines, des centaines de... On est dans ces ordres-là de vidéos Ouais. Alors, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la production d'images, c'est celle qui prend le plus de temps. Parce que justement, il faut la bonne image, tu vois. Tu la retouches, l'image? Tu la retouches ou pas en général? J'évite. De façon, parce que c'est assez limité. Ça voudrait dire sur Photoshop, j'imagine? Non. Non. Parce que moi, en fait, avant, je ne retouchais pas du tout. Parce que, l'in-painting sur Midjourney, on le connaît, c'est pas fou. Ouais. Et puis là... Quattro est arrivé. Et ouais. Ça, moi, c'est un éditeur qui me parle, Vincent. Game changer. Oui. Mais par contre, pour avoir essayé, j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vraiment bien en parler d'un point de vue expert, en tout cas. Mais de ce que j'ai essayé, en fait, le problème, c'est qu'il va pas retoucher un point sur ta photo, c'est qu'il va régénérer la photo que tu aurais importée avec la retouche dessus, tu vois. Ouais. Mais du coup, on retrouve le grain sur l'intégralité de la photo. Ah non, moi c'est pas ça que je veux, tu vois. Moi je veux juste la zone que je souhaite retoucher avec justement une esthétique similaire à ce que j'ai importé. On n'y est pas encore. Mais sur certains cas, ça peut servir, tu vois, sur le texte. C'est fort, tu vois. Mais il est fou ce modèle. Ah oui. Moi je dis un peu, je considère, tu vois, c'est un peu pour moi de donner toute l'intelligence de ChatGPT, tu vois, à un outil d'image, quoi. Enfin, d'où le texte. En fait, le plus fort, au-delà de la tech derrière, c'est l'accessibilité. Tu parles à Quattro comme si c'était ton pote. Franchement, je pense qu'il y a plein de prompt engineers qui ont eu une descente d'organes quand c'est sorti. Parce qu'aujourd'hui, on parle, on génère de l'image, on génère de machin, juste en parlant comme si c'était notre pote, quoi. Avant, il fallait avoir une structure quand même de prompt. Il y avait une logique, il y avait des fonctions. Aujourd'hui, c'est un peu old school, ça. Ça commence à être old school. Alors, pas avec Midjourney V7 de ce que j'ai comme vue, tu vois, mais on y arrive, quoi. C'est sûr que demain, ça va être ça. Et puis, je te dis une connerie. On avait un graphiste, ensuite on avait des prompts, là, on lui parle comme ça. Ouais. C'est ça. Et puis, tu vois, je te dis une bêtise avec Midjourney V7, par exemple, parce qu'ils ont sorti leur fonctionnalité draft, où en fait, ils t'ouvrent le micro, tu lui parles, tu dis, ah bah, sur cette image, je veux ça. Tu as Midjourney ? Ouais. Ah, je n'ai même pas entendu parler. Ah, ok, d'accord. En fait, en vocal, excuse-moi. En vocal, ah, okay. Alors à l'écrit ou en vocal, pas sur Discord, sur le site, tu vois, c'est pour ça qu'ils veulent nous ramener là-dessus. Mais du coup, tu peux activer cette fonctionnalité draft qui te permet, avec ton micro, de drafter du visuel. Et donc, par exemple, il te génère les 4 visuels, tu sais, comme d'hab. Tu lui dis, ok, maintenant, je veux, par exemple, que le chapeau que tu m'as généré, je veux qu'il soit rouge plutôt que bleu. Il te régénère 4 trucs. Et en fait, ça permet d'aller plus vite aussi, puisqu'il ne va pas te le générer en haute définition, mais plutôt en format draft, du coup. Il s'appelle ça comme ça. Et puis après, si tu veux justement l'upscale un peu, tu peux. Mais ça permet d'aller plus vite et de manière plus naturelle. J'ai lu dans l'excellente newsletter de nos amis Gilles Guéraz et Caroline que en fait, Midjourney, maintenant, tu pouvais travailler un peu sur toute la composition, quoi. Enfin, un peu tous les éléments de l'image, que tu avais plus de contrôle comme ça, tu vois.
Alors forcément, plus les versions avancent, plus on a de contrôle. Maintenant, moi je suis partisan avec Midjourney en tout cas, de moins on lui en demande, mieux ce sera. Tu vois. Et Un puriste. en fait, je pense que Midjourney est un outil qui est assez complet et créatif pour pouvoir lui faire confiance sur, par exemple, un background, sur par exemple un style, sur par exemple des choses. Par exemple, si moi je veux une girafe, tu vois, dans la savane, je dis une bêtise, je vais pas lui dire à quoi elle ressemble la savane, tu vois. Il sait très bien ce qu'est une savane. Et donc, je vais plutôt me concentrer sur la partie créative de la girafe, tu vois, en lui disant, je veux que la girafe, elle ait un pelage rose, tu vois, avec un dégradé violet, enfin, je sais pas. Et là, en fait, il va donner un peu toute son énergie, tout son GPU sur cette partie justement créative qu'il n'aurait pas forcément aussi bien considéré si je lui avais demandé aussi le background ultra détaillé avec des tons machin. Donc en fait, tu sens, toi vraiment, en tant que super user, que si tu lui demandes une girafe rose, entre guillemets, tu dois le forcer un peu, il fait un effort un peu sur ce point-là pour la sortir, quoi. ouais. Et que c'est ce détail-là, par exemple, sur lequel tu vas insister, Complet. plus que donc sur le reste, parce que sinon, il va pas arriver à tout faire d'un coup, quoi. C'est peut-être pas le bon exemple, Ouais, mais oui. C'est-à-dire que il vaut mieux lui demander une chose précise à fond plutôt que 25 choses précises moyennes, tu vois. J'aime bien comparer ça à un restaurant, tu vois. Genre, tu vas dans une pizzeria. Ok. Une pizzeria. Elle fait aussi moules frites, haricots verts. Tu n'y vas pas. Je m'inquiète. Voilà, tu n'y vas pas. Ouais. Mais tu vas dans une pizzeria qui fait uniquement 3 pizzas, tu vois, qui est spécialisée. Là, tu sais que ça va être les meilleurs, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils vont être justement à fond sur 3 S'ils choses. peuvent se permettre cette carte, en effet, ils ont intérêt à être Bien sûr. béton. Mais c'est rassurant. Tu vois, quand tu vas dans un resto où tu as une carte qui est gigantesque, tu te dis, mais comment, tu vois. Mais tu vois ce que tu as compris ma logique, je pense. Je comprends très bien. Et je pense que l'IA, c'est pareil, en fait. C'est en fait le reflet de ce qu'est l'humain, tu vois. Vaut mieux être bon à 100% sur un domaine plutôt qu'être à 15% sur 20 trucs, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tu bosses avec des marques aujourd'hui, alors Ouais. Tu as des bons rapports, ils te contactent, ils t'ont vu sur Instagram, tu les aides. Ouais, tout à fait. Ça, alors, j'ai jamais prospecté, c'est toujours venu justement à moi. C'est là où je me dis, putain, c'est hyper puissant quand même les réseaux. Hein. Carrément. Mais bon, pas de commercial. Ah ouais, non, mais complet. Bon, après, il y a forcément de la relation, mais en effet, c'est mes visuels qui sont visibles et donc viraux pour la plupart. Et qui ont atteint par exemple le sales chez Valentino, je sais pas, le social media manager chez je sais pas, chez Lamborghini. Attends, mais Vincent, c'est vrai qu'en en parlant, enfin tu vois, j'ai ce sentiment, je me dis, quelqu'un qui est chez LVMH aujourd'hui, tu vois, il peut pas être passé complètement à côté de tes vidéos, tu vois, d'une certaine manière. Il a dû en voir une passer un moment, tu vois, c'est pas possible autrement. Oui. C'est sûr, en fait. Bah oui, parce que justement, ça parle aux gens, et c'est les gens qui rendent visible ce que je fais. Et donc, ces grands groupes écoutent aussi leur audience. Donc oui, encore une fois, c'est paradoxal, mais tout passe par l'humain, quoi. Si tu touches l'homme, tu touches la marque. C'est bien ça, très bien. Ça, c'est une belle phrase. Est-ce que tu verrais une marque construire un peu un flagship à partir d'une de tes créations? Tu vois ce que je veux dire? Parce Bien que sûr. ça, t'en as fait pas mal quand même. Ça m'a été demandé, oui. Ah ouais. Ça, je trouve qu'il y a un côté assez incroyable, vertigineux, tu vois, parce que c'est du grand, du gigantesque et du concret, quoi. Enfin, complètement. Après, on le voit... ça t'a été demandé? Ouais. Je peux pas tout dire. Non, mais en tout cas, c'est possible. En effet, il y a des marques qui peuvent se le permettre parce que c'est quand même une dimension budgétaire assez dingue. Pour moi, c'est un goal life, tu vois. C'est me dire, tiens, je fais un truc sur papier, sur papier. Pardon, je suis un peu old school encore, mais sur écran, et ça passe en réel. Tu vas promener ton chien là-bas, tu vas avec ta femme, tu regardes un truc, tu fais voilà quoi. Complètement. Franchement, en tout cas, c'est ce que je ferais quoi. Mais c'est compliqué en fait en Europe.
parce qu'il y a pas mal de restrictions de ce côté-là, tu vois, d'un point de vue architectural, d'un point de vue collectivité, etc. Tu vois, par exemple, tu fais pas ce que tu veux à Paris. J'aimerais bien, hein, mais tu fais pas ce que tu veux. À part si c'est vraiment éphémère, pop-up store, tu vois. Bon, à la limite, ça peut être ok. Mais tu vas en Corée du Sud, par exemple. Je t'invite à regarder les boutiques des grandes maisons, par exemple, qui sont mais je connais fantastiques, bien. tu vois, qui sont folles. Il y en a une, voilà, il me semble que c'est à Séoul, une boutique luxe, Dior, qui est fantastique. Je sais plus magnifique. qui est le designer derrière, mais franchement, par curiosité, allez-y, franchement, allez-y. Je dis ça comme si c'était facile, mais allez voir déjà sur Internet. Mais en Asie, c'est sûr que les possibilités sont plus grandes parce qu'ils n'ont pas justement toutes ces restrictions patrimoniales. Bien sûr. Oui, tout à fait. La 3D, ça t'intéresse? Ouais. On a un peu des générateurs de 3D en ce moment. Ouais. J'ai Tripo, tout ça. Moi je n'ai pas vu encore de trucs que je trouve magnifiques et tout. Ouais. Mais... Alors, je m'y suis intéressé parce qu'il y a eu la grande trend du fou, donc Fake Out of Home. Je me suis dit, waouh, ok, avec la 3D, on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire avec l'IA. Donc, on peut avoir un certain contrôle, on peut avoir une précision, du round à plus en finir. Là où avec l'IA, plus complexe, tu vois. Bien que c'est en train de changer. Donc, j'ai dû m'y intéresser. Je me suis rapproché aussi de certains talents qui sont très bons là-dessus, tu vois, et que je leur laisse la main, tu vois. Chacun son métier pour moi, même si on a tendance à se diversifier dans son expertise, mais la 3D c'est quand même un gros sujet, une expertise qui est quand même très technique, très complexe, qui demande aussi beaucoup d'expérience, et donc je préfère me référer aux personnes du métier plutôt que m'improviser 3D designer par exemple. On verra demain, tu vois, je sais pas. Pour le moment, encore une fois de ce que j'ai vu, on n'y est pas, par IA en tout cas. C'est hyper prometteur, c'est complètement dingue. Hein. Quand je dis on n'y est pas, c'est juste que pour moi, c'est pas encore ultra bankable, tu vois. Mais ça va le devenir. Comme l'IA vidéo, hein, je disais pareil avec Runway au tout début. Tout le monde disait, t'es sur Runway. Je disais, ouais, mais je vais pas vendre ça. C'est pas assez quali. Aujourd'hui, on parle une autre langue. Tu vois ce que je veux dire? Et pour la 3D, là, je dis que c'est pas encore vendable en soi. Dans un an, je te dirais peut-être l'inverse. Mais je préfère m'entourer aussi de personnes qui sont créatives comme ça. Et sur certains prospects qui ont besoin justement de, par exemple, faire du fou plus 3D, là, justement, je peux faire ce travail de creative director auprès justement de quelqu'un qui aura les mains 3D. Tu vois. Tout à fait. Très clair. Vincent, un petit conseil pour des parents à l'heure de l'IA. Pour des parents, pour l'éducation, pour les enfants. Comment est-ce que tu vois ça? Tu nous as parlé d'ennui, c'est déjà quelque chose, pour libérer un peu sa créativité, son envie. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Écoute, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis bientôt papa. Et du coup, c'est une vraie question que je me pose. Je me dis, est-ce que j'apprends à mon gosse à parler IA avant de parler français? Parce que dans certaines régions du monde, quand on était justement... à l'ère, on va dire, des développeurs, du coding, etc., les gamins de 6 ans, ils savaient coder, quoi, tu vois. Et on le voit, ils sont bien en avance. Je pense par exemple aux Indiens, qui en effet est un pays qui est toujours en développement, mais où avec un ordinateur, ils pouvaient justement exister d'un point de vue économique, tu vois. Bien sûr. Et donc l'IA, c'est un peu pareil aujourd'hui. Si tu contrôles l'IA, tu contrôles le monde. Petit clin d'œil à OpenAI, tu vois. Et donc, oui, c'est une langue. Je vais parler d'une langue. Il faut savoir parler IA comme on parle anglais aujourd'hui. Parce que justement, c'est demain, quoi. C'est le monde dans lequel on rentre. Harari disait, l'auteur de Sapiens, ChatGPT, d'où vient cette puissance et tout, avec les LLM, on a hacké le langage qui est le système d'exploitation de la société. Donc, une fois que tu as ça, une fois que tu maîtrises ça, tu maîtrises tout, quoi, d'une certaine manière. Complètement. Et on disait pareil, encore une fois, pour les développeurs autrefois. Si tu es dev aujourd'hui, si tu parles le code, tu es le roi du pétrole. Dans la matrice. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et donc, écoute, moi, le conseil aux parents, je pense, c'est avant en fait, de parler de hard skill, donc sur l'IA, j'ai envie de parler de soft et de dire
qu'il faut éduquer son enfant de telle manière à ce qu'il soit curieux. Hmm. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que j'étais curieux petit, mais pas dans ce domaine-là, dans le code par exemple, mais c'est la curiosité qui crée l'intérêt, et c'est l'intérêt qui crée la passion, et c'est la passion qui crée le skill, tu vois. Donc je pense qu'en fait, il faut partir d'une éducation simple, avec justement aussi un cadre, hein, bien sûr, qui pourrait être porté vers la technologie. Mais après, naturellement, en fait, si on pose la curiosité, l'intérêt, la technologie, donc un peu comme des ingrédients éducatifs à l'enfant, ensuite, il va faire un petit cocktail de tout ça pour pouvoir s'orienter justement sur cette vibe IA. Et je pense que dans tous les cas, un des grands facteurs de l'éducation, c'est la société. La société bouge, ça bougera avec, tu vois. Bien sûr. L'éducation bougera avec. Maintenant, en effet, il faut quand même qu'il y ait cette démarche des parents, d'intérêt, de curiosité, et bien sûr de prendre le train là où justement il y en a qui ne l'avaient même pas pris à l'époque d'Internet et qui le regrettent aujourd'hui, tu vois. Prendre le train, une littératie, un peu savoir parler à l'IA. Complet. Vincent, on finit rapidos, parce qu'on a débordé, mais je m'y attendais. 3 questions. Vibe coding, je suis obligé de t'en parler. Est-ce que tu as entendu parler de ce phénomène ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que ça te... Moi, ça me parle beaucoup. Pour quelqu'un qui ne sait pas utiliser, tu vois, qui a des frustrations sur des outils, qui n'arrive pas à coder et tout ça, je pense que c'est un nouveau monde, hein, et c'est un concept puissant. Moi, toi, ça te parle aussi ? Ah ouais, ça me parle parce que, encore une fois, ça m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai pas... c'est pas vraiment mon domaine avec l'image, avec la vidéo, mais par contre, en termes de puissance et de révolution, ça m'intéresse. Donc forcément, je t'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs de l'outil DeepSeek, tu vois, sur Hugging Face, qui est justement un principe de vibe coding, qui permet justement d'avoir une spontanéité et une interactivité avec la machine qui est folle en fait, pour la création de sites par exemple, pour certainement d'autres choses. Bon, pour le moment j'ai vraiment vu pour les sites, et oui, pour moi c'est clairement une révolution. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont s'orienter vers ce fonctionnement, et qui finalement ne vont pas vraiment avoir le choix demain, je pense. Et je pense qu'en fait, cette technique, cette fonctionnalité, je ne sais pas comment on appelle ça, le vibe coding, en fait, c'est pas l'art de faire aujourd'hui, c'est l'art de dire. Tu vois. Et on va vers un monde justement qui va plus demander de faire, et donc avec les mains, avec les mains surtout, mais vraiment plutôt un peu comme je fais avec l'image. C'est sur le raisonnement de l'IA Art Director et pas artiste. C'est qu'aujourd'hui, je suis chef d'orchestre en fait. Et je pense qu'on va tous devenir des chefs d'orchestre. On m'a posé récemment sur un autre podcast une question, c'est est-ce que l'IA, par exemple, va remplacer le mec à la régie, tu vois, qui gère justement le son, les machins. J'ai dit, non, en fait, ça va remplacer ces machines, mais il va falloir qu'ils soient derrière pour pouvoir les diriger. C'est pareil, tu vois, le vibe coding, c'est ça. C'est, en fait, tu ne vas plus être celui qui tape sur le clavier, tu vas être celui qui va dire quoi taper. Phénoménal. Mais ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, tu vois, avant, on devait quand même s'adapter à ce code, s'adapter à ces outils. Aujourd'hui, c'est eux qui s'adaptent à nous, quoi. Et ce qui va compter, en effet, c'est de leur demander des choses, de leur poser des questions. Et c'est phénoménal. C'est clair, c'est clair. Tu l'as dit, hein, moi, j'avais tendance à dire, c'est à l'homme de s'adapter à l'IA et pas l'inverse. En tout cas, c'est un des trucs que je dis à mes clients, par exemple. Parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut. Tu vois, on pense très souvent que la seule limite, c'est l'imaginaire. C'est faux. Il y a quand même une limite technique. Mais le tout, c'est de savoir danser avec l'IA pour pouvoir arriver à ses fins et arriver à un compromis créatif. Tu vois. Génial. Mais en effet, plus on avance dans le temps, plus c'est l'inverse. Et c'est là où justement on rentre dans un truc incroyable, je pense. AGI. Ah bah voilà. Intelligence artificielle générale. Wow. C'est peut-être ce moment-là, justement. Oui, je pense. Hein.
je pense. Tu le vois arriver prochainement? C'est un Waouh. concept qui te parle? La question, quoi. La question, c'est La question prochainement. qu'on n'a pas le droit de poser en France, alors qu'il faut en parler absolument. Même Google, il y a 2-3 jours, a sorti un papier de recherche. Ah ouais? J'ai pas vu. Google qui sont très sérieux au niveau recherche et qui sont pas à dire que ça va se passer trop vite et tout ça. On sorti un papier de recherche, il disait AGI, selon leur notion, donc une intelligence artificielle capable de faire tout travail valorisé économiquement lui-même, 2030. Ah ouais? Ouais. Waouh. Ouais. Oh la Alors vache. moi, je pense que ça peut arriver avant, mais en Ah tout cas, ouais? Google dit ça comme ça. Moi, Toi, je c'est pense quoi? pas. Ouais. Alors, ça dépend ce que tu appelles par arriver. Est-ce que ça va être en 2030, comment dire, on saura le faire? Peut-être. Est-ce que ce sera déployé? Je pense pas. Adoption. Je Ouais. pense pas. Je D'accord. pense qu'il y a, avant de pouvoir sortir un truc comme ça, il faut le réguler, il faut le contrôler, et il faut voter. On connaît les institutions pour ce genre de sujet, ça prend du temps. Et tant mieux, il faut le prendre ce temps. Parce que c'est comme donner une arme à n'importe qui. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir la contrôler, il faut savoir la réguler, il faut voter des lois, il faut machin, parce que c'est une arme, clairement une arme. D'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue plein de choses, en fait, ça va. On parle déjà de révolution avec ce qu'on vit là actuellement, mais là on vit, enfin là ça peut dépendre, enfin comment dire, c'est un point crucial de l'humanité en fait, tu vois ce truc-là. Et je parle même pas du step au-dessus de la super intelligence, tu vois, où là vraiment on sera dans un film, tu vois. Mais donc ta question initiale c'était voilà, quand est-ce que tu penses que ça sortira? Je pense que ça ne sortira pas tout de suite, ça sortira peut-être en 2040, mais ce sera potentiellement créé en 2030. Là, oui, peut-être. Si on écoute les experts, parce que moi je suis pas expert là-dessus, là, pour le coup tu rentres dans de la technique algorithmique et neuronale que je ne maîtrise pas, mais si on écoute les grands savants, alors oui, on est plus vers 2030. Yann Lequin par exemple, il me semble qu'il est plus il est dans cette zone-là lui aussi. Yann Lequin, oui. Et que Dario Amodei, Anthropic, voilà. Sam Altman, 2027. Ouais, voilà. C'est qui aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui vont te dire ça hein, et qui ont raison. Tu vois. Alors d'un côté, après ils prêchent pour leur paroisse, c'est leur business et tout ça, mais de l'autre côté, c'est eux qui sont aux manettes, donc c'est quand même eux qui savent. Ils sont aux manettes et surtout, ils sont en relation étroite avec leur gouvernement aussi, tu vois, ce qui est normal sur une telle technologie. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est légitime s'ils le disent, autant pour leur business, mais aussi d'un point de vue politique. Tu as complètement raison. Ils le disent, Dario il le dit très clairement, c'est des responsabilités qui sont trop lourdes à porter pour de simples épaules d'êtres humains. Quoi. Et ça me fait penser à Oppenheimer. Il faut du gouvernement. Tu vois, ça me fait penser à Oppenheimer quand tu dis ça. C'est-à-dire que certes, on peut créer un truc énorme, mais une fois que c'est créé et qu'il ne t'appartient plus, en fait, tu te rends compte que c'est une arme et que finalement, ta création, ton bébé, entre de mauvaises mains, ça peut détruire l'humanité, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc... Très bon parallèle. Mais c'est vrai. Parfait. Tu le dis bien. C'est tellement la bombe atomique des temps modernes, tu vois. Vincent, dernière question sur cet épisode passionnant. Ouais. On pourrait rester plus longtemps. Bah ouais. On en fera un. Avec plaisir. Un de ces quatre. Un film ou un livre de science-fiction à nous recommander? Alors, sache que je suis pas du tout un grand lecteur. Par contre, je suis un vrai cinéphile. Mais je vais plus te parler série. Vas-y. Parce que là, il y a un truc qui me vient de manière très évidente. C'est la série Westworld. Ah ouais, bien sûr. Bon, elle commence à dater un peu. Hein, mais je vais parler des 2 premières saisons parce que après c'est encore un autre game. Mais moi, ça m'a retourné le cerveau, ce truc-là. Retourner le cerveau. Ça m'a retourné le cerveau parce qu'il y a aussi bien de la philosophie, il y a aussi bien de la technologie que de la poésie, enfin bref, j'ai pas envie de spoiler en fait. Je me dis, si vous n'avez pas vu ça et que vous aimez l'IA, que vous aimez justement cette partie justement philosophique autour justement et éthique de l'IA, foncez parce que c'est un voyage. Il y a tout pour moi là-dedans, il y a tout. Voilà. Je vais pas spoiler. Se poser des questions sur nous-mêmes, Vincent. Complètement. Sommes-nous vraiment, toi et moi, 2 êtres humains l'un en face de l'autre? Complètement. Et qu'est-ce qui est finalement le plus humain, tu vois? Est-ce que c'est ce qu'on crée ou est-ce que c'est ce qu'on est ou est-ce que ça aborde tellement de sujets deep qu'il y en a beaucoup qui décrocheraient parce que justement c'est très 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 deep. Mais si vraiment tu as saisi de A à Z de la série, tu sais que c'est un poème, quoi.
un poème, un bijou, Ouais. et une anticipation extraordinaire. Complet. Et je pense que Et de temps en temps, des uchronies incroyables. Tu sais, de temps en temps, des trucs qui se passent un peu en mode western, Oui. Bah ouais. avec la robotique à côté. Complètement. Enfin, et sans spoiler, même si je viens de le faire. Mais ouais, bien C'est sûr. pas enfin c'est un peu le thème. Bon, c'est pas trop un spoil, mais je vais pas trop en dire parce que vraiment, j'ai pas envie de gâcher cette surprise. Mais donc saison 1, saison 2 de Westworld, foncez parce que c'est magique. En tout cas, moi, sur les 10 dernières années, c'est ce qui m'a retourné le plus le crâne, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Nico. Un grand merci à notre audience et à sa fidélité. Merci beaucoup, Vincent, de m'avoir fait l'amitié de venir ici. C'était Merci à toi. fantastique. Et donc, on va suivre avec plaisir, avec passion, tes créations, ton voyage un petit peu sur Instagram. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt!